It's such an important film for because of what happens to me when I met Jacques Demy. J'ai gardé le silence pendant 50 ans. Quand Catherine Deneuve prononce ces mots, ce n'est pas une phrase, c'est une faille. Une brèche ouverte dans une vie que la France croyait connaître par cœur. Nous sommes en 2025. Le plateau est silencieux. Presque trop. Pas ce silence confortable des studios de télévision, mais un silence tendu, chargé, celui qui précède une vérité que l'on n'a jamais osé formuler. Catherine Deneuve s'installe face à la caméra, avec cette lenteur élégante qui la caractérise depuis toujours. Chaque geste est mesuré, comme si le moindre mouvement risquait de réveiller quelque chose de profondément enfoui. La maquilleuse vient de se retirer. Le micro est en place. Tout est prêt. Et pourtant, rien ne l'est vraiment. À 81 ans, elle n'a plus rien à prouver, plus rien à défendre. Et pourtant, ce jour-là, son regard trahit une fragilité rare, presque déroutante. Quand le journaliste lui demande si elle est prête, elle incline légèrement la tête, pas un oui franc, pas un non. Juste ce geste infime, comme si répondre engageait bien plus qu'une interview. Elle inspire, puis sa voix s'élève, claire, intacte, mais traversée d'une gravité nouvelle. Ce mariage, personne ne l'a vraiment compris, moi non plus. Ce n'est ni une provocation, ni une révélation spectaculaire. C'est une ouverture, comme on entrouvre une porte restée fermée pendant un demi-siècle sans savoir ce que l'on va trouver derrière. Et à cet instant précis, quelque chose bascule. Car Catherine Deneuve ne parle pas d'un film oublié, ni d'un rôle mal aimé. Elle parle de sa vie, d'un choix intime, d'un amour mal nommé, d'un mariage dont l'image a fait rêver l'Europe entière, mais dont la réalité, elle, est restée prisonnière du silence. L'image coupe. Des archives en noir et blanc envahissent l'écran. Londres, 1965. Les rues vibrent, les voitures filent, les jupes raccourcissent, les Beatles envahissent les vitrines. Le Swinging London est à son apogée, insolent, bruyant, euphorique. Une ville qui court, qui brûle, qui invente le monde sans demander la permission. Et au milieu de ce tumulte, surgit le visage d'une très jeune Catherine Deneuve, 21 ans. Un regard encore large d'innocence, déjà habité par une mélancolie étrange. Elle vient d'un autre monde, d'une autre culture, d'une autre manière d'exister sous la lumière. En 2025, sa voix accompagne ces images comme un murmure venu du futur. À l'époque, je ne savais pas encore ce que je ressentais. Je confondais l'intensité avec l'amour. Cette phrase, dite sans amertume, sans colère, résonne comme une clé. Car ce que Catherine Deneuve s'apprête à raconter n'est pas une histoire de scandale, ni même une histoire de rupture. C'est le récit d'une erreur de vitesse, d'un moment où tout allait trop vite, la ville, l'époque, la célébrité, et elle. Pourquoi avoir attendu 50 ans? Pourquoi avoir laissé les fantasmes, les titres de presse et les légendes prendre la place de la vérité? Catherine répond sans détour. Le temps m'a rendu honnête. Avant, je n'avais pas les mots. Il y a dans cette confession quelque chose de profondément troublant pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Car si une femme aussi admirée, aussi forte en apparence, a pu se perdre dans un choix qu'elle ne comprenait pas elle-même, alors combien d'autres histoires, moins célèbres, portent le même silence? Ce premier aveu n'est que le début. Derrière lui se cache une rencontre fulgurante, un homme symbole d'une époque et une jeune femme projetée dans un monde qui n'était pas encore le sien. Une rencontre que l'histoire a transformée en mythe, mais que le temps va peu à peu révéler pour ce qu'elle était vraiment. Londres, 1965. La ville ne marche pas, elle court, elle ne respire pas, elle halète. Tout y va trop vite, trop fort, trop loin. Les rues sont saturées de musique, de couleurs, de promesses. Le Swinging London n'est pas seulement une mode, c'est une fièvre. Une époque qui se croit immortelle et qui entraîne tout sur son passage. Catherine Deneuve arrive là presque par accident. Elle n'a que 21 ans. En France, elle est déjà une révélation. Les parapluies de Cherbourg l'ont transformée en icône fragile, en visage d'une jeunesse mélancolique qui contraste avec l'exubérance anglaise. À Londres, pourtant, elle n'est personne. Elle observe, elle écoute, elle se tait. Son anglais est hésitant. Sa réserve française détonne dans ce monde où tout s'exprime haut et fort. C'est dans ce décor électrique qu'apparaît David Bailey. 27 ans. Appareil photo en bandoulière comme une arme. Regard vif, presque insolent.
Bailey est déjà une légende vivante. Il a redéfini la photographie de mode, brisé les codes figés, imposé une nouvelle manière de regarder les visages. Les Beatles, les Rolling Stones, les mannequins les plus désirés de l'époque défilent devant son objectif. Il ne photographie pas, il capture, il provoque, il domine la lumière comme d'autres dominent une scène. Lorsque leurs chemins se croisent pour une séance photo, l'air semble changer de densité. Catherine entre dans le studio comme on entre dans un territoire étranger. Le bruit, les assistants qui s'agitent, les projecteurs qui chauffent. Bailey, lui, ne ralentit jamais. Il tourne autour d'elle, parle vite, plaisante, ajuste la lumière. Elle ne comprend pas tout ce qu'il dit. Parfois, à peine un mot sur deux. Mais elle comprend l'essentiel, la manière dont il la regarde. En 2025, elle sourit doucement en se souvenant. Je parlais à peine anglais. Il ne parlait pas français, mais ça n'avait aucune importance. À l'époque, cela lui semblait même romantique. Les mots manquaient, alors les regards prenaient toute la place. Bailey l'encadre, la guide, la fixe avec une intensité presque troublante. Catherine se laisse faire, fascinée par cette attention brute, directe, presque animale. Elle n'a jamais été regardée ainsi. Non pas comme une actrice, mais comme une image à révéler. L'alchimie est immédiate, mais c'est une alchimie silencieuse. Une étincelle visuelle, pas encore une compréhension. Catherine l'avouera plus tard, avec une honnêteté désarmante. Je croyais que l'amour pouvait naître d'une fascination. Les clichés issus de cette séance deviendront iconiques. Un visage encore empreint d'innocence, éclairé comme une apparition. Un regard qui oscille entre confiance et incompréhension. Le public y voit déjà une histoire d'amour. Les magazines parlent de rencontres magiques, de coups de foudre. Personne ne se demande si ces deux êtres se sont réellement parlé. Bailey, lui, voit en Catherine une muse, une beauté immobile, mystérieuse, presque irréelle. Elle incarne pour lui l'élégance française, la retenue, l'opposé exact de ce Londres bruyant qu'il connaît par cœur. Catherine, de son côté, confond l'intensité de ce regard avec une promesse affective. Elle se sent choisie, vue, désirée. Mais déjà, sans que personne ne le sache, un malentendu est en train de naître. Londres grise Catherine autant qu'elle l'intimide. La ville la dépasse. Les clubs, les nuits sans fin, l'énergie permanente. Bailey l'y entraîne sans mode d'emploi, persuadée qu'il suffit de se laisser porter. Lui avance comme si le monde lui appartenait. Elle le suit, un pas derrière, fascinée mais inquiète. « Il allait trop vite pour moi », dira-t-elle bien plus tard. À l'époque, elle n'ose pas encore se poser la question. Elle est jeune, flattée, emportée par le tourbillon d'une époque qui ne laisse pas de place au doute. Ce que Catherine ne sait pas encore, c'est que cette rencontre fulgurante repose sur une illusion dangereuse. Croire que l'on se comprend parce que l'on se désire. Croire que l'intensité suffit à construire quelque chose de durable. Croire que le silence est un langage universel. Et dans ce vertige, dans cette confusion entre fascination et amour, ils vont prendre une décision que personne autour d'eux ne remet en question. Ils se marient quelques semaines plus tard. Quelques semaines, à peine le temps de se connaître, pas même celui de se comprendre, et pourtant personne ne s'en étonne. L'époque adore les gestes fulgurants, les élans spectaculaires. La presse applaudit, la France et l'Angleterre se réjouissent. L'actrice mystérieuse et le photographe rebelle deviennent, du jour au lendemain, un couple iconique. Le mariage a lieu à Londres, dans un bâtiment de briques rouges battu par le vent. Les flashs crépitent. Les titres s'écrivent des jambes déjà. On parle d'un conte moderne, d'une alliance entre le cinéma et la photographie, entre deux jeunesses éclatantes. Sur les images d'archives, tout semble parfait, trop parfait. Catherine apparaît ce jour-là d'une élégance presque timide, rien d'ostentatoire, un sourire discret, retenu. David Bailey, cigarette aux lèvres, affiche son assurance habituelle. Il semble savourer l'instant, l'énergie, l'événement, ils se tiennent côte à côte, il sourit, mais quand on regarde attentivement, quelque chose frappe. Leurs gestes ne sont pas encore ceux d'un couple. Ils se touchent comme on se découvre, pas comme on se connaît. En 2025, Catherine revient sur cet instant avec une lucidité troublante. « Je n'avais rien décidé, je me suis laissé porter ». Cette phrase résume tout. Ce mariage n'est pas le fruit d'un choix mûri, mais d'un mouvement, d'un glissement, d'une peur inconsciente, celle de s'arrêter trop tôt et de voir disparaître la magie. Alors ils avancent, ils accélèrent, comme si ralentir aurait été plus dangereux que se tromper. La nuit de noces arrive, et avec elle, le premier silence qui compte vraiment.
La caméra reconstitue la scène avec une délicatesse presque douloureuse. Catherine est assise au bord d'un lit londonien trop grand pour elle, les mains posées sur ses genoux. Elle regarde par la fenêtre. La ville brille, indifférente, bruyante, vivante. David, lui, est dans une autre pièce. Il rit au téléphone. Il parle déjà de projets, de séances à venir, de lendemain plein. Catherine ne dit rien, mais quelque chose en elle s'est déplacé. J'avais sauté trop vite, confiera-t-elle des décennies plus tard. Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une accusation, c'est un constat, simple, presque doux, celui que seule la distance du temps permet de formuler sans colère. À cet instant précis, le conte commence à se fissurer. Pas brutalement, pas de manière spectaculaire, mais par une sensation étrange, celle de ne pas être exactement à sa place. Catherine n'a pas encore les mots pour le dire, elle est trop jeune, trop impressionnée, trop respectueuse aussi de l'image que l'on attend d'elle. Le lendemain, la presse célèbre l'événement. Les journaux parlent d'un couple mythique. Les photos circulent, tout le monde y voit une promesse. Personne ne remarque la nuance dans le regard de la jeune mariée, cette hésitation infime, ce doute à peine perceptible. Quelques jours plus tard, Catherine repart déjà. Paris l'attend. Un tournage est prévu, la carrière ne ralentit pas. Elle marche seule dans une rue de Montparnasse, l'alliance glissant légèrement à son doigt, comme si même ce bijou n'avait pas encore trouvé sa place. Elle est mariée, officiellement, mais intérieurement, quelque chose résiste. Dans son témoignage de 2025, elle le dira avec une douceur désarmante. L'Angleterre m'intimidait. David m'intimidait. J'étais trop jeune pour comprendre ce qu'impliquait un mariage, surtout un mariage né d'un coup de foudre esthétique. Ce mariage n'est pas un drame, pas encore, c'est une erreur de tempo, une union scellée avant d'avoir eu le temps d'exister réellement, une promesse formulée avant même que la question ait été posée. Et tandis que le monde continue de célébrer leur image, une autre réalité s'installe lentement, presque en silence, deux vies qui commencent à avancer côte à côte, sans vraiment se rejoindre. Les premières années de mariage s'ouvrent comme un long couloir silencieux où deux vies avancent parallèlement sans jamais vraiment se croiser. Officiellement, Catherine Deneuve et David Bailey sont un couple. Dans les faits, ils deviennent très vite deux trajectoires brillantes, mais séparées. Catherine retourne au cinéma. La France, puis l'Italie, parfois l'Espagne. Les plateaux de tournage s'enchaînent. Elle travaille avec une rigueur presque monastique. Répétition, silence, concentration. Son visage devient une icône européenne. Elle grandit dans un monde qu'elle connaît, qu'elle comprend, où chaque geste a un sens, où l'émotion se construit lentement, patiemment. Le cinéma est pour elle un refuge, un cadre, une langue qu'elle maîtrise. David Bailey, lui, règne sur Londres. Son studio ne désemplit pas. Les mannequins, les musiciens, les stars de la pop culture se succèdent devant son objectif. Les nuits sont courtes, les journées interminables. Il vit dans une effervescence permanente, porté par une époque qui célèbre la vitesse, l'audace, l'excès. Chez lui, l'intuition prime sur la réflexion. Le chaos devient méthode. Le bruit devient énergie. Entre eux, la distance géographique s'installe d'abord comme une contrainte pratique. Paris, Rome, Londres. Les trains, les avions, les valises jamais vraiment défaites. Mais très vite, cette distance devient autre chose, un espace intérieur, un manque de quotidien. Et sans quotidien, aucune intimité ne peut réellement naître. Quand Catherine revient à Londres, ce n'est jamais pour longtemps. Quelques jours, parfois quelques heures, Bailey l'accueille avec sa chaleur désordonnée, son humour sec, sa tendresse maladroite. Mais déjà son esprit est ailleurs. Une séance l'attend, un projet l'appelle. Il est là sans être pleinement présent. Elle le sent. Elle n'ose pas toujours le dire. À cela s'ajoute un obstacle plus profond, plus insidieux, la langue. Catherine fait des efforts. Elle comprend, elle se débrouille, mais son anglais reste limité. Bailey, de son côté, n'apprend jamais vraiment le français. Ils se parlent avec des phrases simples, parfois trop simples pour contenir ce qu'ils ressentent réellement. Les mots essentiels restent coincés, comme derrière une vitre transparente. Dans son entretien de 2025, Catherine formule cette douleur avec une précision presque chirurgicale. Je vivais à Londres sans y vivre vraiment. J'y étais physiquement, mais pas intérieurement. Elle voudrait lui dire sa fatigue, son sentiment d'étrangeté, la difficulté d'être une jeune femme célèbre dans un pays qui n'est pas le sien. Lui, peut-être,
voudrait partager ses doutes, cette sensation d'être à la fois adulé et submergé par son propre succès. Mais la langue, comme une paroi invisible, laisse passer les gestes, jamais l'essentiel. La caméra du documentaire juxtapose alors leur vie. Catherine sur un plateau entourée de techniciens silencieux plongés dans son rôle. Bailey dans son studio, réglant ses lumières au milieu d'un joyeux chaos. Deux solitudes actives, deux solitudes occupées. Deux êtres qui ne se rendent pas encore compte que leur mariage est en train de se construire dans l'absence. Il n'y a pas de dispute, pas de scène violente, aucun cri. Et c'est peut-être là que réside la véritable tragédie. Car sans conflit, rien n'explose. Tout s'efface doucement. Catherine l'admire encore. Elle respecte son talent, son énergie, sa liberté. Plus il brille, plus elle se sent étrangère à ce qu'ils sont devenus ensemble. Non pas rejetés, simplement désaccordés. Bailey incarne l'Angleterre pop, provocante, rapide, insolente. Catherine incarne la France intérieure, retenue, élégante, murmurée. Là où lui avance comme un éclair, elle avance comme une phrase longue, réfléchie, de rythme, de musique. Et peu à peu, elles cessent de jouer ensemble. Les scènes reconstituées deviennent presque cruelles de simplicité. Catherine rentre un soir dans leur appartement londonien. Elle pose une valise, regarde autour d'elle. Bailey n'est pas là. Elle repartira tôt le lendemain. De son côté, Bailey rentre à l'aube, persuadée qu'elle dort encore. Mais la chambre est vide, elle est déjà ailleurs. Ces croisements manqués deviennent leur quotidien, pas par choix, par accumulation, par fatigue, par manque de temps pour se dire ce qu'il aurait fallu se dire. Et sans qu'ils ne s'en aperçoivent vraiment, l'éloignement cesse d'être une exception, il devient une habitude. Avec les années, l'éloignement qui s'était installé presque par inadvertance devient un état stable, une forme d'équilibre fragile. Rien ne s'est brisé, rien n'a explosé. Le mariage de Catherine Deneuve et David Bailey ne s'effondre pas. Il se dissout, lentement, silencieusement, comme une image qui pâlit sans que l'on sache exactement à quel moment elle a commencé à disparaître. Vers la fin des années 60, leurs retrouvailles se font plus rares. Les séjours ensemble se raccourcissent, les conversations deviennent plus feutrées, plus prudentes, comme si chacun craignait de déranger l'autre dans un monde qui n'est plus vraiment commun. Ils ne rompent pas, ils se détachent, sans le dire, sans le décider clairement, presque avec politesse. En 2025, Catherine trouve les mots justes, ceux qui ne blessent pas. On ne s'est jamais vraiment quitté, on a simplement arrêté d'être ensemble. Cette phrase résume toute la singularité de leur histoire. Il n'y a pas de faute à pointer, pas de coupable à désigner, seulement deux êtres trop jeunes, emportés par deux univers trop vastes pour qu'ils puissent les habiter comme un couple. Leur amour ne meurt pas d'un choc, mais d'une lente raréfaction, comme l'air qui manque sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Le documentaire montre Catherine dans un appartement londonien qui lui appartient encore à moitié, mais qu'elle n'habite déjà plus. Quelques vêtements soigneusement rangés, des livres français alignés avec précision, un fauteuil où elle ne s'assoit presque jamais. Tout respire la présence interrompue, une vie laissée en suspens. Elle y revient parfois, par intermittence, mais sans y déposer son cœur. De l'autre côté, Bailey continue de vivre à toute vitesse. Son studio est toujours en ébullition. Les projets s'enchaînent, les nuits se confondent avec les jours. Il plaisante, dirige, crée. Il semble parfaitement à sa place. Et pourtant, lorsqu'il est filmé seul, le silence s'impose soudain. Il s'arrête devant une photographie de Catherine posée contre un mur. Il la regarde. Longtemps, une tendresse traverse son visage. Il hésite, puis il retourne à son travail. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une pudeur maladroite, une incapacité à formuler ce qui dépasse le geste, ce qui ne se règle ni par l'énergie, ni par la vitesse. Eux qui n'ont jamais su se parler, vraiment continuent à s'aimer à distance, chacun de son côté, sans jamais trouver le moment juste pour se rejoindre. Ils ne se disputent pas. Catherine le dira avec une douceur presque cruelle. On ne se disputait jamais, parce qu'on n'avait pas le temps de se décevoir. On s'effaçait simplement. Et c'est peut-être cela, le cœur de leur séparation. Un effacement réciproque, une disparition à deux. Ils s'épargnent la violence, mais se privent aussi de la vérité. Ils préfèrent la délicatesse du silence au risque de la confrontation. À l'époque, cela leur semble plus élégant, plus respectueux. Ils ignorent encore que cette élégance laissera une trace durable. Lorsque le divorce est officiellement prononcé, en 1972,
Il passe presque inaperçu, aucune déclaration fracassante, aucun scandale, aucune amertume publique. Tout s'est déjà joué ailleurs, bien avant. Catherine le dira simplement, nous étions séparés depuis longtemps, le divorce n'a fait que suivre la réalité. Cette fin sans drame surprend ceux qui aiment les histoires bruyantes, mais elle correspond parfaitement à leur parcours. Une relation vécue dans l'intensité du regard, puis dans la discrétion de l'éloignement. Ils restent en bons termes, ils se respectent, ils choisissent tacitement de préserver ce qu'ils ont partagé en le tenant à l'écart du vacarme médiatique. Pendant des décennies, Catherine ne dira rien de plus, ni regret appuyé, ni nostalgie excessive. Elle garde cette histoire dans une zone d'ombre bienveillante, comme un souvenir qu'on protège justement parce qu'il est fragile. Le monde continue d'imaginer, de fantasmer, de commenter. Elle se tait. Mais le temps, lui, continue son travail silencieux. Pourquoi parler maintenant ? Pourquoi rouvrir une histoire refermée depuis plus d'un demi-siècle, alors que tout semble apaisé, rangé, presque oublié ? Face à la caméra, en 2025, Catherine Deneuve ne cherche ni à se justifier, ni à réécrire le passé. Elle ne cherche même pas à émouvoir, elle cherche à comprendre, et peut-être pour la première fois à se comprendre elle-même. Le temps m'a rendu honnête, dit-elle simplement. Pendant longtemps, elle n'avait pas les mots. Pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle ne savait pas encore nommer ce qu'elle avait vécu. À 22 ans, on ressent tout trop fort et on comprend tout trop tard. Elle était trop jeune pour Londres, trop jeune pour ce monde qui allait trop vite. Et David Bailey, lui aussi, était trop jeune pour percevoir combien elle manquait d'air à ses côtés. Ce qu'elle révèle aujourd'hui n'est pas une faute cachée. C'est une expérience humaine, une de celles qui n'ont pas de coupable, mais qui laissent une empreinte durable. Catherine ne reproche rien, ni à lui, ni à elle-même, ni même à l'époque. Elle constate, avec une lucidité paisible. Ce n'était pas un drame, c'était une erreur de vitesse. Ces mots frappent par leur simplicité. Ils parlent à tous ceux qui, un jour, ont aimé au mauvais moment, à ceux qui ont confondu l'intensité avec la compatibilité, à ceux qui ont cru qu'un regard pouvait suffire à construire une vie. Avec le recul, Catherine comprend que certaines histoires ne sont pas faites pour durer, mais pour révéler quelque chose de nous. Ce mariage, aussi bref soit-il, lui a appris une leçon essentielle. L'amour ne se nourrit pas seulement de fascination, mais de lenteur, de langage partagé, de présence quotidienne. Elle et David Bailey sont restés amis. Une amitié discrète, silencieuse, réelle. Ils ne se sont pas perdus. Ils se sont simplement laissés vivre, chacun sur sa route, sans haine, sans règlement de compte, avec cette élégance rare qui consiste à accepter qu'une histoire ait été vraie, même si elle a échoué. Même si la dernière image du film est simple, des photographies de leur mariage, puis Catherine aujourd'hui, calme, sereine, presque souriante, comme si la lumière qu'elle avait redoutée autrefois s'était enfin transformée en paix. Et alors, une question s'impose, doucement, sans bruit, mais avec une force redoutable. Une histoire peut-elle être belle même lorsqu'elle ne dure pas ? Peut-on aimer sincèrement et pourtant se tromper de moment ? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé un souvenir, une rencontre, ou un choix que vous avez fait trop vite, alors partagez-le avec nous. Laissez un commentaire. Likez cette vidéo si vous pensez que certaines vérités méritent du temps pour être dites. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, celles qui parlent du cœur, du temps et de ce que nous apprenons parfois trop tard. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les histoires parfaites qui nous marquent le plus, ce sont celles qui nous ressemblent,